Chez nous, dans les pays accidentels, nous ne sommes plus des nomades. En fait, nous pratiquons la sédentarisation en masse et tout à fait sans grâce. Et malgré toutes nos tentatives d'ancrage matériel et en tout bétonné autour de nos propres pieds, nous sommes toujours autant en fuite vers l'avant. Pour nous, l'eau est devenue essentielle pour faire des choses étrangement hydrovores et objectivement complètement débiles, comme pratiquer une agriculture basée sur des cultures annuelles. Tout! Ces mêmes cultures sont particulièrement difficiles à réussir et souvent la chose récoltée n'est même pas consommable tout de suite. Tout! Avec nos graineries bien remplies de trucs immangeables, l'eau nous a fourni de l'énergie en abondance pour moudre le grain et le rendre au moins transformable en pâte à modeler cuisinable. Tout! Ayant déboisé tout autour, nous avons dû employer nos canaux et nos rivières pour nous transporter du bois et du charbon afin de chauffer nos fours et faire bouillir de l'eau, et donc cuire notre pain et nos pâtes, et de rendre enfin le fruit de notre travail consommable. Tout! L'eau était aussi employée pour faire tourner nos premières usines, des usines de textiles, et nous y avons fabriqué beaucoup trop de textiles juste pour faire tourner des machines parce que nous les avons construites. Et donc une activité auparavant occasionnelle et festive est devenue quotidienne et la source de beaucoup de misère et de pollution. Puis, nous avons eu besoin d'eau pour pratiquer la poterie, la briqueterie, la tuilerie, la maçonnerie. Ce sont tous des activités nécessaires à la sédentarisation en climat tempéré, car en gros, notre approche technique est d'abord de creuser dans nos sous-sols pour extraire la contenu, et souvent, si on a de la chance, on peut mélanger cette contenu avec de l'eau pour faire de la pâte à modeler constructible, afin de mouler des grottes sur mesure qui sont progressivement de plus en plus sophistiquées, mais placées plus ou moins n'importe où et n'importe comment sur la surface de la planète, malgré l'exigence d'une très grande précision administrative. Alors, une fois que nous sommes à l'abri et dans nos grottes, nous commençons notre quête vers le confort extérieur, au lieu d'avoir choisi de chercher la paix intérieure. Attention, attention, le confort est le plus fort des cons. Le confort est le plus fort des cons. Merci. La grande ironie est qu'une fois que nous avons tous construit pour se sédentariser en masse avec tout ce qu'il nous faut autour de nous, avec un confort qui est historiquement hors pair et avec de l'eau potable et putain même de l'eau chaude qui saute de nos murs dès que nous tournons juste sur le petit robinet, ayant soigneusement réussi à placer tout ce qui pue et tout ce qui nous dérange loin de nos portes pour ne pas déranger notre confort, nous nous sommes libérés de notre sédentarisme pour continuer la fuite en avant à haute vitesse grâce à la culture d'avoir plusieurs voitures individuelles. Et ceci est vraiment juste pour faciliter la tâche de quitter nos propres grottes le matin afin d'aller chercher la merde ailleurs. Et là, notre culture moderne exige que nous utilisons de l'eau dite potable, même en période de sécheresse, pour laver régulièrement tout le merde accumulé sur nos caisses en ferraille qui fument, qui ont toute l'air d'avoir colonisé notre planète pour nous tenir en soumission. En ville, à l'heure d'aujourd'hui, des volumes d'eau utilisés par les dévots de la voiture dans le temple de l'éléphant bleu dépassent largement les quantités d'eau employées pour arroser nos potagers urbains et nos balcons de bobos conçus pour cultiver quelques pauvres légumes métropolitains et surtout de pouvoir se péter sur Facebook et Instagram. Et non pas parce que tout le monde fait de la permaculture sans arrosage pour économiser de l'eau, mais tout simplement parce que notre culture, en général, n'en a plus rien à foutre de la flotte. Mais bon, comme tous nos problèmes d'aujourd'hui, nos soucis de flotte sont vraiment juste une question de culture, car biologiquement, comme espèce, notre rapport à l'eau se trouve être très stable, et ça depuis à peu près 400 000 ans. Si on peut trouver chacun 5 litres d'eau par jour, grand maximum, nous, les humains, ne vont pas mourir à cause d'un manque d'eau. Et franchement, ça devrait pas très difficile à atteindre. Il suffit de répondre au message de soif en ajoutant de l'eau par la bouche et de laver l'extérieur de temps en temps, et ainsi entretenu, nos véhicules en viande savent gérer leur eau à leur façon à partir de là, sans aucune intervention de notre part. Et nous sommes tous dans le même bain, car nous avons tous à peu près les mêmes besoins hydrauliques, qu'on soit Esquimaux ou Touareg. Donc, par définition,
Ça veut dire que nous n'attendons pas d'être sauvés par une mutation génétique pour nous adapter à une situation de manque de flotte dans un avenir proche. La théorie des X-Men ou l'ascension vers la 5e dimension, vous pouvez le rayer de votre liste d'options. En fait, l'évolution est encore plus cruelle que le Dieu des judéo-chrétiens. Le darwinisme a détrôné ce Dieu, mais franchement, vous pouvez prier à l'évolution comme vous voulez. La génétique est très longue à répondre aux problématiques et les dégâts dans la salle d'attente se trouvent être très importants. Heureusement que nous avons une culture qui nous donne une autre option. Nous observons bien qu'il y a des nomades qui vivent dans le désert. Et certes, oui, il y a un tout petit peu de sélection génétique qui joue derrière, mais en gros, la capacité de survivre dans le désert est transmissible. Même aux Rospif et aux nazis qui ont appris à survivre dans le désert afin de mieux se taper dessus dans le sable, le tout est possible parce que c'est une technique culturelle. La capacité de vivre dans le désert est grâce à une culture qui est spécifiquement adaptée à cette situation, tout comme les Esquimaux et les Inuits ont une culture qui est adaptée au grand froid. Nous sommes une espèce qui sait s'adapter culturellement une fois confrontée aux problèmes. Et c'est à la fois notre point fort, mais le refus de le reconnaître aujourd'hui va vite devenir notre point tort. Ça aurait commencé il y a au moins 400 000 ans, quand nos ancêtres, les hominides préhistoriques, ont troqué une grande partie de leur système opératoire animal pour faire de la place pour un modus operandi culturel. La base animale du début est fondée sur des instincts et des hormones et des mécanismes de survie et de reproduction. Et nous y avons superposé une autre couche de fonctionnement basée sur l'observation, l'interaction, la réflexion et la créativité. Notre capacité d'innover face aux problèmes présentés est facilitée par le fait que nous avons développé une polarité interne qui consiste d'une mémoire qui doit faire face à une imagination. Et ces deux choses s'opposent pour nous arracher de l'instant présent et qui nous donnent les concepts d'un passé et d'un futur, et donc d'imaginer et de créer nos premières technologies, que ce soit un bout de silex, ou le feu, ou une gourde. Et c'est ainsi que nous nous sommes séparés partiellement du règne animal pour devenir quelque chose de beaucoup plus polyvalent. Du coup, nous avons besoin d'une grande période d'absorption culturelle avant de devenir autonomes, et donc pourquoi nous restons enfants beaucoup plus longtemps que les autres animaux qui se promènent sur la surface de la planète. Pour nous, il y a beaucoup de choses de base à apprendre et à intégrer dans nos propres disques durs avant de savoir innover sur le tas sans faire des erreurs mortelles, comme par exemple essayer de chasser des lions pour avoir de la viande à manger. Très mauvaise idée. Notre capacité d'adapter nos pratiques très rapidement est devenue la clé de notre entre guillemets succès sur cette belle planète. Et donc en toute logique, le but d'avoir une culture doit être que nous sommes censés être en pouvoir de réécrire notre logiciel à tout moment pour innover face au changement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans ce monde de facilité et de consumérisme totalitaire, nous n'innovons presque plus, malgré un temps d'éducation surallongé et la prétence d'avoir une culture dite supérieure, alors que notre formatage culturel fait juste que nous restons enfants jusqu'à la retraite sans jamais être responsables de quoi que ce soit. Et ça, c'est parce que nous appartenons à une culture qui était préécrite pour être gobée comme de la religion, au lieu que notre culture soit vue comme étant un outil en commun que chacun est en pouvoir de modifier à sa sauce. Attention. Le mot culture est ici défini comme étant l'ensemble des pratiques d'un peuple et non pas un épisode de Le Masque et la Plume. Attention, le mot culture est ici défini comme étant l'ensemble des pratiques d'un peuple et non pas un épisode de Le Masque et la Plume. Merci. Et donc, il est tout simplement l'heure de réécrire notre culture, et donc il faut commencer par notre relation avec de l'eau, parce que c'est l'eau qui a joué le rôle central dans le déroulement et l'évolution de notre modus operandi culturel. Regardons encore dans ma rétroviseur approximative pour voir comment ça aurait pu se passer. À cause de nos besoins en eau, nous pouvons imaginer qu'avant la sédentarisation,
Les chemins sillonnés par les humains s'entrelacés avec les cours d'eau, et que tout près de ces points d'eau commodes dont j'ai évoqué tout à l'heure, nous aurions vu la naissance du concept des échanges entre les tribus, que ce soit des échanges culturels, marchands ou biologiques. Sans plus de preuves que la logique du randonneur qui a déjà pris son bain au milieu des bois avec des gens inconnus mais bien sympas, on peut dire que c'est l'eau qui a fait germer le concept de la société humaine. Et cette germination aurait eu lieu en particulier là où les fleuves et les rivières nous ont proposé non seulement un moyen de faire notre toilette, mais aussi un moyen de traverser vers l'autre rive sans se noyer ni se casser la gueule. Et c'est précisément ici, à ces points physiques sur le paysage, que l'évolution culturelle vers la civilisation et la sédentarisation va s'accélérer et même fleurir un petit peu. Là où les fleuves sont larges, pleins, rapides et généralement très dangereux à traverser pendant de longues distances, l'apparition d'un pont ou d'un ferry ou d'un passage à gué, ce sont des choses qui vont vite devenir des points de convergence de tous les chemins qui sillonnent les campagnes autour. Et donc, par définition, la probabilité de croiser d'autres êtres humains à cet endroit devient très élevée. Autour d'un tel point de croisement va naître la place du marché avec une puits ou une fontaine, suivie très vite par une auberge ou deux, un moulin, un quai, une culture de radeaux, des bateaux de pêche et plein d'autres façons de vivre en symbiose avec la rivière et les plaines fertiles autour. On peut même imaginer des humains qui vivent dans une simplicité complice avec le fleuve et les environs jusqu'au moment où tout le monde est heureux et stable avec une abondance de ressources à portée des mains et puis, comme d'hab, juste au moment où tout va bien, quelques prêtres arrivent de au-delà des collines, attirés par cette abondance comme les parasites. C'est mystique pour des belles robes et d'encore plus belles paroles, et ils sont équipés en rhétorique sophistiquée afin de convaincre tout le monde d'arrêter d'être attentif à leur écosystème et de dénoncer la diversité d'esprit de la nature et de renoncer à l'harmonie quotidienne, car soudainement et sans savoir pourquoi, nous vivons sous le régime d'un Dieu centralisé et surélevé qui a besoin que nous lui construisons une église ou un château ou deux pour héberger Dieu, son Fils, le Saint-Esprit, mais surtout, je pense, ses porte-paroles et ses représentants. Et sous ces nouvelles pressions économiques, tout respect de la nature se perd, nous partons à la guerre avec les gens qui ont le même Dieu mais centralisés sous un autre nom, et les ressources se raréfient, nous travaillons trop pour rien accomplir, et dans notre hâte de nous éloigner de notre propre merde aussi vite que possible, la pauvre fleuve qui était à l'origine de la sédentarité se fait polluer petit à petit jusqu'à devenir un écoulement d'effluents non valorisés. Le monde s'inverse, les canards sont au fond, et les poissons flottent à la surface. Et dans pas longtemps, toute l'eau est devenue polluée, sauf bien sûr quelques gouttes d'eau dite sacrée qui se retrouvent jalousement gardées par les prêtres dans leurs immeubles en pierre. À partir de là, nous connaissons un peu près notre histoire. Nous avons passé de la religion à la science matérialiste, en passant par l'industrialisation vers le consumérisme totalitaire. Et nos églises d'aujourd'hui sont plutôt nos centres commerciaux. Ce sont des hectares de bâtiments étanchement abrités de la pluie et entourés de kilomètres carrés de parking imperméables qui assoiffent la terre en dessous, à la fois brisant et accélérant le cycle d'eau. Sous les tôles de super trucs, nous y achetons notre eau sacrée moderne, vendue en bouteilles jetables et équipée d'étiquettes où nous trouvons quelques belles paroles de publicité qui nous rassurent que la qualité de cette eau est grâce à son passage dans la roche volcanique où elle s'est purifiée pendant des milliers d'années. Chose qui n'empêche pas pour autant le besoin d'une date de péremption sur la même étiquette, pas loin du nom de la marque, qui, si nous nous lisons en regardant dans les glaces, nous disent que nous sommes naïfs. Ceci dit, côté positif, nous avons bien progressé en termes de pollution, surtout la pollution de nos rivières occidentales ces dernières 30 années, car toutes les usines qui polluaient notre eau d'autrefois sont tous parties en Chine pour polluer leur eau là-bas. Problème réglé. Et puis, ayons décidé collectivement que le meilleur moyen de gérer notre propre caca quotidien est littéralement de chier dans l'eau dite potable et faire partir ce joli mélange dans les tuyaux. Nos effluents non valorisés sont tous centralisés et traités de façon industrielle et énergivore, loin de notre champ de responsabilité, mais toujours sans arriver à valoriser correctement les effluents en question.